Parlons des taux pour entamer cette émission avec Nicolas Leprince qui est à nos côtés en plateau, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Nicolas. Bonjour Grégoire. Bienvenue, on se plonge avec vous dans la mécanique des marchés obligataires. Alors je rappelle quand même la grande histoire des derniers mois et des derniers trimestres, c'est quand même la correction obligataire majeure, la remontée des rendements obligataires sur les parties courtes, sur les parties longues également, en Europe et aux États-Unis. Ceci dit, c'est intéressant de regarder peut-être les derniers mouvements qu'on a pu observer à la faveur notamment d'une nouvelle série de décisions de banque centrale la semaine dernière. Et on a vu, si on prend le 10 ans américain comme référence, un 10 ans américain qui s'est quasiment élevé jusqu'à 3,20% vendredi dernier. Situation qui semble avoir déclenché un petit mouvement de recul quand même, un mouvement de rallye obligataire assez important depuis ces niveaux extrêmes qui ont pu être atteints. Oui, alors globalement, si on regarde sur une semaine, on est relativement stable sur le 5 ans US, le 10 ans US. On est autour des 3%. On évolue dans un range assez large et très clairement avec toujours une direction toujours plutôt orientée à la hausse ces dernières semaines. Globalement, les marchés sont cohérents. En fait, ils utilisent ce que nous disent les banquiers centraux. On a un effet signal qui est très fort de toutes les banques centrales et le marché l'intègre. Donc, il fait monter les taux, fait monter depuis quelques mois les anticipations d'inflation. Donc, de ce côté-là, on est sur un marché qui est complètement logique. On est sur des banquiers centraux qui veulent durcir les conditions monétaires. Donc on a vu les taux d'intérêt réels aux États-Unis qui étaient assez négatifs. Il y a quelques mois, ils sont légèrement positifs. Ils ne sont pas encore en territoire complètement restrictif. Selon nous, ils peuvent encore monter peut-être d'une 50aine de points de base et rejoindre peut-être la zone de 0,75 sur le 10 ans taux réel américain, 0,25 aujourd'hui. Mais on a une hausse des spreads de crédit, une baisse des marchés actions. Tout ça, c'est des conditions financières qui se durcissent et les marchés le prennent comme tel. Comment on explique, alors effectivement, la violence des mouvements à l'issue de la réunion de la Banque centrale américaine, par exemple et qu'est-ce qu'on peut dire de l'équilibre entre l'offre et la demande? Si on revient aux basiques de marché, c'est un très gros marché, évidemment, soumis à la logique de l'offre et de la demande, dans le contexte de normalisation qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation, Nicolas? Je pense que les journées de jeudi et vendredi étaient la continuation de l'état d'esprit des gérants au sortir de la Fed. Oui, on a écarté les 75 BP, mais on est toujours sur un volontarisme très fort de la Fed sur l'inflation. Dans ces cas-là, même si on a écarté le 75 BP, on sait qu'il y en a d'autres à venir, donc on garde le même mood. Ce qui a peut-être un petit peu changé très récemment, c'est très localement, c'est la prise en compte du ralentissement de la Chine et du durcissement de la politique zéro. C'est pas du durcissement, mais le maintien de la politique zéro Covid en Chine, qui a un impact quand même sur les métaux industriels. On voit que les stocks de pétrole stratégiques aux États-Unis, ça a permis de stabiliser les prix du pétrole. Tout ça, ça vient au-delà de la Fed calmer un petit peu les anticipations d'inflation qui ont assez fortement baissé. En fin de semaine dernière, début de cette semaine également. Et ça, pour nous, ça appelle à une stabilisation un peu sur les taux d'intérêt. Donc, on ne lira pas grand-chose du mouvement de jeudi-vendredi. On a l'impression que le côté protecteur des taux d'intérêt revient un petit peu. Donc, quand on a des baisses de marché actions, les taux peuvent se stabiliser aujourd'hui. Ce qui est très notable sur une période un petit peu plus longue, si on prend le mois d'avril, par exemple, quand on regarde l'offre et les demandes de papier, les taux américains à 3%, ça paraît extrêmement attractif pour beaucoup de personnes. Mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Ça l'est pas du tout. Si on prend les principaux acteurs internationaux du type les Européens ou les Japonais, ce n'est pas du tout attractif. Si on compare la situation avril 2021, où on avait eu une accélération des taux jusqu'à mars et ensuite on s'était arrêté, en avril 2021, c'était extrêmement attractif pour un investisseur japonais d'acheter des treasuries américains et de les couvrir en change et dans son portefeuille. Aujourd'hui, vous prenez un 10 ans américain pour un japonais, couvert en change avec un forward à 12 mois, ça vaut à peine plus que le taux 10 ans japonais. Ça vaut une vingtaine de BP de plus. Donc, la couverture enlève en fait tout le rendement que l'investisseur japonais peut espérer de son achat de treasuries. Quand on analyse sur les mouvements de taux sur le mois d'avril, vous avez plus de 80% de la hausse des taux qui se sont faits en session japonaise.
Donc c'est pas forcément les Américains, c'est pas forcément les Européens. Oui, on a repricé la hausse, les 50 BP. Oui, il y avait le discours des banques centrales, mais il y avait aussi des acheteurs en moins sur le marché. Il y avait même des vendeurs. Et des vendeurs nets. Des vendeurs. Quand on regarde les flux en moyenne sur les 3 derniers mois, sur les flux des ventes des Japonais, on est sur le pic de vente des 10 dernières années des Japonais sur les treasuries US. Donc tout ça, ça participe. Il n'y a rien qui nous indique que ça va s'arrêter. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va garder un caractère un peu prudent sur les taux d'intérêt globaux. C'est un marché qui est très globalisé. On voit que c'est très globalisé. En 2021, on a vu que c'était globalisé, ça a permis de refaire baisser les taux. Cette année, c'est beaucoup moins le cas. Mais oui, c'est quand même un point important sur qui va acheter les treasuries américains demain. Parce que déjà, les achats nets se sont arrêtés. Et puis, on va passer maintenant au non-réinvestissement. C'est-à-dire que d'une certaine manière, tous les réinvestissements que faisait la Réserve fédérale, alors ça va être capé à hauteur de 65 milliards pour les treasuries, etc. Mais quand même, la Fed va moins acheter, de moins en moins de treasuries, ne plus réinvestir en tout cas les treasuries qui arrivent à maturité. Bon. Qu'est-ce que ça peut créer comme situation, ça ? De ce côté-là, on est quand même sur des banques américaines qui devraient tendanciellement garder un volume d'achat de treasuries américains. Le marché américain, c'est un marché très gros, un marché domestique qui est extrêmement gros. Des taux pour un Américain en dollars, c'est quand même attractif d'acheter des treasuries à 3%. Si ça l'est plus pour les Japonais, ça l'est pour les Américains en revanche. Bien entendu, ça l'est toujours. On a de l'autre côté de l'équation, du côté de l'offre, un peu moins d'offres de papier. C'est-à-dire quand on regarde les tax receipts, c'est-à-dire que les rentrées fiscales, les recettes fiscales, du Trésor américain, elles sont supérieures aux attentes. Le Trésor américain a tendance à réduire ses émissions de titres obligataires. Donc oui, il y a moins de Fed, mais il y a aussi moins d'offres. Et typiquement, ce que nous a annoncé le même jour que la Fed, le Trésor américain, c'est qu'ils allaient émettre moins de papier, et moins de papier sur les parties courtes, sur les parties 2 ans, 5 ans. Donc ça a participé aussi à la repentification un petit peu de la courbe des taux aux États-Unis. Et même d'ailleurs, grâce à ces recettes fiscales, alors l'inflation joue pour beaucoup dans l'effet recettes fiscales. C'est peut-être d'ailleurs pas soutenable à ce niveau-là, mais la dette américaine va se contracter au deuxième trimestre de cette année, Nicolas. C'est ce que j'ai eu. Exactement. L'État américain va se désendetter au moins sur un trimestre. Exactement. En fait, quand on regarde, tout ça sont des chiffres en dette nominale. Donc, ajusté de l'inflation qui est extrêmement élevée, on a une croissance nominale qui est extrêmement forte. Donc, en ratio de dette sur PIB, on est plutôt sur quelque chose qui va se stabiliser, et même en zone euro. Et oui, ça c'est l'effet de l'inflation, effectivement, il ne faut pas l'oublier. Sur le discours des banques centrales, qu'est-ce qui est à retenir selon vous, Nicolas ? Alors évidemment, on en a beaucoup parlé depuis une semaine, le message de la Banque d'Angleterre, qui a été quand même un pavé dans la mare, on va dire. La Banque d'Angleterre étant la première banque centrale du G7 qui a vu qu'il fallait remonter ses taux dès décembre 2021, à un moment où on pensait que c'était encore impossible que la BCE remonte un jour ses taux, etc. Non, mais pour dire que le monde a beaucoup changé depuis, mais qu'à cette époque-là, la Banque d'Angleterre était visionnaire. Aujourd'hui, la Banque d'Angleterre nous dit, voilà, maintenant la récession arrive. Exactement. Donc là, on a une vraie divergence entre la Fed aux États-Unis, la BCE, qui sont très focalisés encore sur l'inflation. L'inflation en zone euro, on sait que ça va se poursuivre. Aux États-Unis, on verra cet après-midi, mais certainement qu'au moins temporairement, on a atteint un pic. Et de l'autre côté, la Banque d'Angleterre, qui nous dit que s'ils poursuivent le chemin de hausse de taux court, on va partir en récession 2023. On ne parle pas de récession très importante, on parle d'une récession modérée en 2023 avec une croissance du PIB réel négative de 0,25%. Mais on sent qu'on est plutôt sur un atterrissement des effets de croissance. On sent que toutes les grandes maisons sont en train de réviser en Angleterre, mais aussi en zone euro particulièrement, pas encore aux US. Quand on prend les probabilités de récession, aux États-Unis, selon la Fed de New York, on est encore à 3% à 12 mois sur les probabilités de récession par la Fed de New York. Donc on est encore très faible. C'est certainement plutôt devant nous encore sur ce pricing de récession ou de ralentissement. Le focus sur l'inflation est assez important parce que c'est quand même un mouvement qui pour nous peut stabiliser un petit peu les taux d'intérêt. Le chiffre va être important là aujourd'hui. Le chiffre va être important, je pense qu'il est déjà anticipé. On sait qu'il y a des effets de base, cette fois-ci, qui sont négatifs de 0,4% sur une année. Donc le précédent chiffre qui était à 8,5 est attendu par les marchés à 8,1, qui est 100% des effets de base. Quand on regarde sur l'inflation aux États-Unis, les prix du gasoline,
qui sont les plus importants dans la partie énergétique, sont à peu près stables ou légèrement en baisse par rapport au mois de mars. Donc on sait que ça va pas contribuer très positivement. On sait que dans les 6 prochains mois, on a encore toute la partie service, toute la partie immobilière qui va continuer à contribuer positivement. Ce qui est important, c'est aussi ce qu'anticipent les marchés. L'inflation réalisée, c'est une chose, mais les anticipations d'inflation sont beaucoup plus importantes. Quand on regarde, nous, on suit beaucoup les marchés d'inflation aux États-Unis, notamment les anticipations. On suit beaucoup, par exemple, d'ETF obligataires qui sont indexés sur les indexés inflation. Un panel de 100 milliards. Oui, représentatif. Sur un mois. Sur un mois, on a eu plus de 4 milliards de sorties de ces ETF sur l'inflation. On a eu une rebaisse des anticipations d'inflation. L'anticipation d'inflation à 10 ans aux États-Unis est allée voir 3,10 il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on est de retour à 2,65. Donc on sent bien que c'est un marché qui prend en compte l'effet signal de la Fed, qui donne du crédit à la Fed, qui pense que la Fed va réussir son job de faire réduire l'inflation. On verra dans les prochains mois si c'est le cas avec l'inflation sur les salaires, l'inflation de l'immobilier ou l'inflation sur la nourriture. Mais le marché donne du crédit à la Fed. Oui, mais tous ces éléments contribuent à stopper le désancrage des anticipations d'inflation qu'on a pu craindre et que craignent les banquiers centraux aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup. 14h30, le chiffre d'inflation pour le mois d'avril aux États-Unis et on le commentera évidemment ce soir dans l'émission à 17h. Nicolas Leprince qui était avec nous en plateau, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management.